senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. 10 racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Quello che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo.
più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. 10 racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Quello che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.
Un caro benvenuto ad ognuno di voi qua Un grand bienvenue à vous tous ici présents et aux amis qui sont connectés pour cette première rencontre du meeting de cette année qui s'intitule Fratelli Tutti, témoignage d'une amitié opérationnelle sur les traces du pape François. Dans ce changement d'époque, le pape François nous a offert l'encyclique Fratelli Tutti. Face aux nombreux inconnus sur l'avenir, il nous invite à construire des lieux d'amitié, de fraternité et d'ouvrir des dialogues pour construire la paix. Et c'est une invitation qu'il a renouvelée dans son message très encourageant à ce meeting. Un message duquel je le remercie encore en votre nom à tous. Donc notre but aujourd'hui, c'est de mettre en lumière la fécondité, l'importance de ces exhortations et de ces suggestions. Et nous sommes très reconnaissants et honorés de pouvoir le faire avec le président de la conférence épiscopale italienne, le cardinal Matteo Zuppi. Merci à vous. Merci bien. Je salue et je remercie nos 4 amis, les 4 amis que nous avons invités et qui nous feront entendre leur témoignage. Je commence par Regina De Albertis, qui est conseillère technicienne qui est en connexion avec nous. Elle est présidente de l'association Asimpredil à Milan. Ce sont des associations d'entreprises. Alberto Bonfanti, qui est président de Porto Franco, qui est une association de soutien scolaire. Vittorio Bosio, qui est président du Centre sportif italien. Et Dario Di Freddi, qui est président de la Place des métiers et du consortium École Travail. La Place des métiers est une école professionnelle. Nous inaugurons cette rencontre par les témoignages. Nous avons demandé à chacun de nos intervenants de réfléchir à son expérience et de nous apporter son témoignage par rapport à un extrait de l'encyclique que nous avons choisi. À Regina De Albertis, nous avons proposé le passage suivant. L'activité des entrepreneurs est une vocation noble, orientée à produire de la richesse et améliorer le monde pour tous. Dieu nous promeut. Il attend de nous que nous exploitions les capacités qu'il nous a données et il a rempli l'univers de ressources. Dans ses desseins, chaque homme est appelé à se développer. Et cela comprend le développement des capacités économiques et technologiques pour accroître les biens et augmenter la richesse. La question que nous posons à Regina De Albertis est double. Vous êtes entrepreneur, vous travaillez dans le monde de l'entreprise, de la construction, et en même temps, vous êtes mère de famille. Et vous avez une attention particulière pour l'avenir de la ville dans laquelle vous vivez. Alors, comment est-ce que vous vivez de façon, à titre personnel, cette phrase de l'encyclique, et comment est-ce que dans le monde de la construction, nous pouvons éviter le risque de construire des périphéries sociales plutôt que des lieux inclusifs? Merci et à vous la parole. Merci beaucoup. Avant tout, je veux vous remercier pour votre invitation. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir être là en présence. J'y tenais beaucoup, mais je suis au 8e mois de grossesse et mon gynécologue m'a mise au repos. Et donc, il m'a interdit de venir. Mais l'année prochaine, je promets que je ne manquerai pas avec mes 2 enfants parce que c'est une expérience extraordinaire. Donc, je vous remercie beaucoup de cette invitation. Donc, votre question me ramène à la parabole des talents que j'ai essayé de lire pour préparer cette intervention. En tant qu'entrepreneur,
je me suis trouvée à plusieurs reprises à faire des choix importants pour l'avenir de mon entreprise, pour les postes de travail de mes employés, pour la satisfaction des clients à laquelle je vends les produits que je réalise. Donc pour l'impact sur la collectivité tout entière des choix immobiliers. Et il faut admettre que dans les phases critiques, parfois, l'entrepreneur peut penser qu'il doit ensevelir dans un trou le talent qu'il a reçu. Mais ce n'est jamais le cas, parce que les talents qui ont été reçus, ils nous servent pour vivre avec responsabilité, pour partager et faire son métier avec une approche différente. Et cela, je le crois très fermement, parce que la valeur réelle d'une entreprise ne se résume pas uniquement à son niveau de rentabilité, mais il est lié étroitement, et j'y crois fortement, à la valeur partagée que l'entreprise est capable de susciter. Je vous raconte très brièvement quelque chose de moi pour vous faire comprendre comment je cherche à appliquer cela dans mon activité quotidienne et répondre à la question qui m'a été posée. Donc je suis entrepreneur de 4e génération. Depuis que j'étais petite, mon père m'emmenait sur les chantiers. Il me disait avec passion et joie que construire était le travail le plus beau du monde. Et c'est pour cela que j'ai fait de la construction civile comme mes études et j'ai suivi les traces de ma famille. L'un des travaux les plus importants que j'ai suivis, c'est la reconstruction d'un lieu de la banlieue de ma ville qui est Milan. Et je vais répondre avec cela à ta deuxième question. Donc nous avons transformé ce secteur dans un quartier vraiment d'avant-garde, avec toutes les dotations les plus efficaces sur le plan énergétique. Donc c'était 16 hectares avec énormément de verts, d'espaces verts, pour toute la ville de Milan. Donc ceux qui passeront par cette ville pourront le voir. Mais le plus important dans mon intervention, c'est que la plupart de ces logements sont destinés à l'habitation sociale. Donc il y a un mélange des destinations qui est très important, qui fait en sorte que l'on élimine ces banlieues ghettos auxquels on faisait référence. Donc c'est construit par beaucoup d'espaces partagés. Par exemple, les femmes qui sont comme moi, qui sont mères et qui travaillent, peuvent aussi utiliser ces espaces. Donc voilà un exemple de la manière dont on peut projeter et construire des espaces différents pour notre avenir. Et cela, il faut le mettre au centre des stratégies dans notre secteur, en particulier dans mon secteur, le secteur de la construction. Il a beaucoup de responsabilités à cause de l'exploitation indiscriminée des ressources. Donc il y a une très grande responsabilité pour le développement à venir et pour la régénération de nos territoires et la régénération dans une optique durable de nos territoires. Nous avons le grand défi du plan de reconstruction. L'objectif principal est un moyen plus disponible, un territoire plus disponible. Et cela met en lumière que les constructions sont fondamentales. Donc nous avons une grande responsabilité en tant que constructeurs face à nous. Et il est fondamental pour réussir à cela de parvenir effectivement à créer une forte collaboration entre le public et le privé. Il ne s'agit plus de raisonner comme si le public et le privé étaient deux parts opposées. Il faut travailler ensemble dans une nouvelle relation de confiance et de collaboration. Ce sont des aspects fondamentaux que j'essaye de mettre en œuvre chaque jour. Je le fais à travers mon entreprise, mais aussi à travers ma deuxième grande passion transmise par mon père, qui est l'associationnisme, dans des associations de constructeurs et de construction dans mon secteur. J'essaye à travers cela de mettre à disposition pour un intérêt collectif, pour transmettre à tous mes associés cette nouvelle vision de la manière de faire entreprise et ce nouveau concept d'importance de durabilité et de génération de nos villes. Donc voilà des thèmes absolument centraux. Et j'arrive à ma conclusion, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants et je ne veux pas prendre trop de temps. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour résumer? Il faut remettre l'homme au centre de notre vision.
au centre de notre stratégie d'entreprise. Et j'ai toujours pensé que ma vision est habitée, que je sens que ce n'est pas seulement de la générosité, mais que c'est une nécessité pour nous tous, que la seule voie pour grandir, c'est de revenir aux nouvelles générations, redonner aux nouvelles générations ce que nous leur avons enlevé pendant toutes ces années. Donc beaucoup de préfixes RI. Il faut régénérer les périphéries avec des interventions de qualité, renaturaliser le territoire avec des parcs et des espaces verts, ramener l'égalité et la sécurité sur le travail, la régularité du travail, parce que seul un travail digne permet le développement, la compétitivité entre les entreprises. Donc il faut redonner une occasion de travail aux prisonniers. Je ne peux pas le raconter maintenant, mais nous avons fait un très beau projet à l'intérieur d'une prison de la banlieue de Milan. Donc il faut reconstruire un rapport de confiance. Et c'est ainsi que nous pourrons transformer notre territoire. Donc pour revenir à la parabole des talents avec laquelle j'ai commencé, il faut exploiter les dons que nous avons reçus. Et pour cela, il faut lever le regard. Comme je le disais, nous, les constructeurs, nous avons une grande responsabilité dans ce défi et nous sommes prêts à le faire. Je vous salue tous, je vais vous écouter avec beaucoup d'attention. Je regrette vraiment de ne pas être là, mais je vois mes collaborateurs, en particulier Luigi Parisi, qui est mon très étroit collaborateur. Nous avions prévu de participer ensemble, mais il y aura certainement beaucoup d'autres occasions. Merci beaucoup. Merci. Voilà une intervention qui documente le fait que l'exhortation du pape François regarde tous les aspects de la vie et même les aspects économiques. Je laisse la parole maintenant à Alberto Bonfanti. Nous avons pensé à ce passage de l'encyclique. Certaines périphéries sont proches de nous, au centre d'une ville ou dans notre propre ville, famille. Il y a aussi un aspect de l'ouverture universelle de l'amour qui n'est pas géographique mais existentiel. C'est la capacité quotidienne d'élargir mon cercle, de rejoindre ceux que je ne considère pas spontanément comme faisant partie de mon centre d'intérêt, même s'ils sont proches de moi. Je pense que ce passage regarde certaines caractéristiques fondamentales de votre centre d'aide à l'étude Portofranco. Merci. Pape François, le 10 mai 2014, a paraphrasé un proverbe africain en disant « Pour éduquer une personne, il nous faut un village ». Et même au cours de ces dernières JMJ à Lisbonne, en rencontrant certains représentants de centres de charité, il les a exhortés à se rassembler pour faire du bien ensemble. Je veux partir de ces points-là parce que Portofranco, ce centre d'aide à l'étude pour les jeunes collégiens et lycéens, est une sorte de petit village. Je dirais même que ce sont plusieurs petits villages parce que nous avons 49 sites en Italie. Dans plusieurs villes. Et j'aimerais vous clarifier pourquoi est-ce que je dis que Portofranco est un village gouverné par la loi de la charité et où l'amitié est la loi parmi tous les gens qui le fréquentent, les volontaires, les jeunes qui viennent étudier. Donc ce centre d'études est né au printemps 2000 à partir de l'initiative d'un prêtre, Don Giorgio Pontigia, qui avait provoqué certains enseignants en disant « Mais nous, pour l'amour au Christ que nous portons, nous ne pouvons pas ne pas regarder ces jeunes de façon libre. Et pour le faire, vraiment, nous devons partir de leurs besoins. Parce
parce que c'est seulement en affrontant leurs réels besoins que nous pouvons rencontrer vraiment l'autre et non pas une idée de l'autre que nous avons. Alors je me suis dit, mais si nous devons aider ces jeunes, quel est leur point de difficulté plus grand? Quel est le besoin plus grand qu'ils ont? C'est l'école. Donc, il nous faut partir de l'école. Et en rencontrant la personne, nous ne savons pas quel besoin nous allons rencontrer. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va naître. Une conscience de soi, de pourquoi il est au monde. Et l'école, c'est une convention sociale. Mais la passion pour la connaissance n'est pas une convention sociale. Et ce n'est pas non plus une convention sociale. Le besoin de protagonisme de ces jeunes qui doivent faire face à la difficulté de l'école et qui fait en sorte que beaucoup de jeunes abandonnent l'école en cherchant d'autres routes. Donc voilà, Portofranco est né avec l'idée d'aider gratuitement ces jeunes grâce à des volontaires qui sont compétents dans différentes matières et viennent aider les jeunes à étudier. Depuis sa naissance, nous avons donné plus de 60 000 cours particuliers grâce à l'aide de plus de 1000 bénévoles. Donc c'est vraiment un village peuplé de gens de différents âges, des gens à la retraite, des gens qui viennent de différents pays du monde. C'est un village qui naît vraiment à partir de la gratuité de ces bénévoles. Et quelle est l'origine de cette gratuité? C'est une question qu'on a posée au cardinal Zuppi quand il a fait une rencontre avec des jeunes en 2022. Et je vous cite la réponse. Il avait dit « La gratuité, c'est l'Évangile qui nous la donne parce que lorsqu'on l'écoute, il nous enlève nos calculs, nos préjugés, ou du moins, il essaie de nous enlever tout ça. Et même l'amitié entre vous fait naître la gratuité. Vous n'êtes pas des collègues, mais la gratuité, c'est le fait que vous vous aimez. Et c'est l'origine de la fraternité entre vous, parce que la gratuité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se donner tout seul. Donc voilà, la clé de Portofranco, c'est l'amitié entre les personnes qui donnent leur temps là-bas, qui œuvrent là-bas. Et une amitié n'est jamais réelle si elle n'œuvre pas, si elle ne travaille pas, si elle n'a pas de conséquences dans le réel. Et cette amitié, on la voit se réaliser à différents niveaux à Portofranco, entre les volontaires, les bénévoles et les jeunes universitaires qui viennent donner leur temps pour les jeunes lycéens. Et ils aident ces jeunes à se passionner des matières qu'ils doivent étudier. Ou même, il y a même des jeunes lycéens qui aident les étudiants plus jeunes. Cette année, nous avons fait aussi des cours pour les compétences transversales. Et il y a une des jeunes qui a suivi ces cours, nous a dit à la fin de cette année qu'elle voulait continuer à venir parce qu'elle avait commencé à voir des aspects de la vie nouveaux depuis qu'elle fréquentait Portofranco. Portofranco est aussi devenu un centre social parce que les gens parlent entre eux. Il y a vraiment certains déjeunent ensemble. Il y a plus de 800 repas qui ont été faits dans nos petites cuisines
afin de permettre aux jeunes qui viennent là de pouvoir déjeuner. Donc c'est vraiment un village où la gratuité et l'amitié sont valorisées parce qu'elles naissent du fait de reconnaître un destin commun. Et comme a dit le pape François dans l'Église, il n'y a pas de porte, tout le monde peut en faire partie. Et par exemple, nous voyons souvent des jeunes musulmans qui viennent participer à nos fêtes de Pâques. Et nous avons vu aussi la famille d'un de ces jeunes musulmans, d'un jeune musulman qui est mort, qui a voulu inviter les femmes chrétiennes qui fréquentaient Portofranco. Et on a vu aussi un autre épisode où des musulmans ont invité à une fête des familles chrétiennes. Et Portofranco est en train de grandir et s'accroît. Et les gens qui sont passés par Portofranco n'oublient pas ce qu'ils ont reçu. Donc, ils deviennent grands, ils grandissent et vont dans le monde. Et comme a dit Assina, une jeune qui a fréquenté notre centre et au cours de la rencontre du mouvement le 15 octobre 2022 avec le pape, nous a dit que pour elle, ça avait été le début d'un parcours pour connaître elle-même le Père. Et elle exprimait sa gratitude pour ce qu'elle avait rencontré. Et il y a des jeunes qui donc grandissent, partent et ensuite reviennent. Et nous voyons maintenant les enfants de ceux des premières générations qui sont passés par Portofranco. C'est peut-être pour cette raison que le président de la République, Mattarella, en reconnaissant l'exemplarité de cette œuvre, a donné de façon non méritée le titre d'officier honoraire de la République italienne. C'est un honneur qui m'a été fait et qui m'a ému et qui nous a fait croître dans la conscience de la responsabilité que nous avons, parce que le besoin que nous avons, auquel nous faisons face est immense et que notre œuvre est une goutte d'eau qui naît de la gratitude pour ce que nous avons reçu. Merci. Grazie. Merci Alberto. Nous allons maintenant parler de sport. Je lis le passage que nous avons choisi. Pour ce qui concerne les éducateurs et les formateurs qui, à l'école ou dans les différents centres de socialisation infantile et juvénile, ont la tâche exigeante d'éduquer des enfants et des jeunes, ils sont appelés à être conscients que leur responsabilité concerne les dimensions morales, spirituelles et sociales de la personne. Les valeurs de la liberté, du respect réciproque et de la solidarité peuvent être transmises dès le plus jeune âge. À cause de la fascination et de la force d'attraction que le sport exerce sur les jeunes, c'est certainement l'une des formes les plus importantes et les plus incisives pour introduire l'amitié et faire entrer les jeunes dans une amitié sociale de plus en plus mûre. Merci. Et tout d'abord, je remercie le meeting de m'avoir invité et de me permettre d'être ici aujourd'hui. Oui, les entraîneurs, les juges sportifs sont les adultes qui promeuvent et organisent le sport à l'intérieur de la jeunesse sportive italienne, qui est née en 1944. On est vieux, hein. C'est encore plus vieux que moi, donc on est déjà âgé. Nous essayons de mettre ensemble des hommes et des femmes capables de consacrer du temps à l'œuvre fondamentale et éducative que constitue le sport. S'il fallait résumer tout cela, on pourrait dire que nous faisons chaque chose pour le bien des jeunes, pour que les jeunes
parce que nous aimons les jeunes. Nous voulons leur bien. En dehors de ce point essentiel, je ne crois pas qu'on pourrait parler d'une expérience sportive inspirée chrétiennement. Il faut s'opposer à la mentalité courante qui laisse penser les jeunes qui approchent une activité sportive que l'approche sportive aurait pour seul but de s'affirmer soi-même. Cette attitude n'est pas le point de vue de notre centre sportif italien. Et cela provoque des rejets. C'est une parole très forte, des déchets. Ceux qui n'ont pas le talent de devenir des champions ou des dons particuliers pour émerger dans le sport sont jetés comme des déchets, sont rejetés. Et le centre sportif italien a fait en sorte qu'avec ces rejets, ces rebuts, le centre sportif italien a construit ses propres réussites parce qu'il a fait de la devise d'accueillir les personnes les moins préparées avec le moins de qualité. Nous les avons tous accueillis. Et nous avons joué le match de dire que dans l'activité sportive, tout le monde a sa place. Chacun avec les qualités qu'il a. Et je crois qu'un jeune ou une famille a le droit de choisir aussi de mener une vie qui ne peut pas avoir pour seul but d'être quelqu'un dans le sport. Je crois que nous n'aurions pas formé beaucoup de champions. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Parce que certains sont devenus champions même ensuite, mais d'autres ne sont peut-être pas devenus des champions, mais sont devenus des bons citoyens, des bons ingénieurs, des bons médecins. C'est cela que nous visons. Et je crois que la fraternité occupe à l'intérieur de ce projet une part essentielle de notre projet. Donc il faut conjuguer les verbes essentiels qui sont accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Et sur l'intégration, je voudrais raconter un passage qui est arrivé avant l'encyclique Fratelli Tutti. Lorsque les premiers migrants sont arrivés, la première chose que nous avons pensé, c'est nous allons les accueillir dans notre centre sportif. Je ne dis pas ce que disaient les gens à l'extérieur qui nous traitaient de catholiques bigots, mais même à l'intérieur de notre centre, on se demandait pourquoi est-ce qu'il faut faire des activités sportives avec ceux qui ne font pas partie de notre peuple et qui ne pensent pas comme nous. Et nous avons compris que pour nous, il était fondamental d'accueillir. Nous l'avons fait sans si, sans mais, et je crois que cela a produit les résultats que nous voyons aujourd'hui. Et il est évident que nous, en tant que catholiques, nous sommes souvent très doués pour faire des distinctions sur ce point, mais je crois que l'Évangile, on ne peut pas le lire en fonction de nos intérêts et chacun fait ce qu'il veut. Chacun pourrait tirer de l'Évangile la partie qui l'intéresse. Non, je crois qu'il veut au tout entier et que si on le lit tout entier, l'accueil est au centre. Et je crois que le centre sportif italien a fait cela. Il l'a toujours fait avec amour. Comme nous l'avons fait dans nos 80 années d'histoire, nous avons été les premiers à mettre en place des activités pour les handicapés. Maintenant, tout le monde le fait. Mais au début, lorsqu'on faisait l'activité pour les handicapés, on entendait toujours la même chose. Ah voilà, des manches prêtres qui sont toujours fourrés avec les curés. Les handicapés, nous l'avons fait et nous continuons à le faire parce que nous croyons à ce que nous faisons, parce que nous les aimons. Aujourd'hui, parfois, on utilise les handicapés, on les met en vitrine. Et je crois que c'est un message très dangereux. Je crois que le message qu'il faut faire passer, c'est que c'est le message de l'accueil. Et l'accueil que nous mettons au centre de notre action, passe par les nombreux bénévoles et toutes les personnes qui s'agitent pour le bien des jeunes. Et je les remercie parce que répartis sur toute l'Italie, il y a des milliers et des milliers de personnes qui s'en occupent. Et je veux parler aussi des parents parce que je crois que le métier de parent est le plus difficile du monde. Je ne suis pas parent, mais je crois que c'est le métier le plus difficile. Très souvent, on met en lumière, même toujours, sur un terrain de banlieue, de foot, il arrive quelque chose qui ne devrait pas se produire, parfois entre des parents ou entre des directeurs de centres.
tout de suite, la presse s'en empare et décrit toutes les choses les plus laides qui peuvent se dire. Mais moi, je dois dire des parents, et je l'ai vraiment vu dans mon expérience sur le terrain, beaucoup de personnes très bien, qui font beaucoup de bien pour leurs enfants et pour les enfants des autres. Il y en a beaucoup qui s'en occupent de leurs enfants et des enfants des autres. Il faut le dire, parce qu'autrement, nous faisons toujours penser exclusivement qu'il y a que des choses mauvaises qui se passent. Et je crois qu'en fait, il y a beaucoup de belles choses qui se font et qu'il faut mettre en évidence. Pour revenir à l'encyclique Fratelli Tutti, je pense que le pape François est amoureux du sport, pas seulement parce qu'il soutient une équipe argentine de foot, mais quand il nous a rencontrés ou qu'il a rencontré des sportifs, il a souvent utilisé le terme amateur. Et certains m'ont demandé, mais pour nous, les amateurs, c'est les grands, c'est les plus adultes, ceux auxquels qui sont peut-être pas au centre de nos pensées. Mais pour lui, amateur, ce sont les bénévoles qui se prêtent au bien des jeunes. Et cela, je crois que le centre sportif italien, au cours de ces années, il l'a fait, et il l'a même bien fait, grâce aux personnes qui s'en sont occupées. Dernière chose, je parle du sportif et de l'aumônerie, du patronage, parce que nous sommes fiers de faire partie de l'Action catholique. Et avant encore que la guerre se termine, poussée par Pie XII, l'Action catholique a voulu créer une association qui encourage le sport pour les jeunes. Et la Seconde Guerre mondiale n'était même pas encore finie. Et quand nous avons commencé cette expérience, je crois que c'était au départ une expérience dans les paroisses. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de le faire. Il n'y a plus les prêtres d'autrefois. Le problème, c'est qu'il n'y a plus les prêtres. Il n'y a plus les prêtres, mais il y a les laïcs. Il n'y a plus les prêtres, mais il y a les laïcs. Et je crois que les prêtres et les laïcs doivent travailler ensemble pour faire grandir une activité, l'activité sportive, qui peut être un encouragement exceptionnel d'un point de vue éducatif et une très forte force d'attraction pour nos jeunes. Merci. Grazie Vittorio. Merci à Vittorio Bosio, même pour sa sincérité. Dario Odifreddi. La phrase de l'encyclique est très brève mais dense. Nous avons besoin d'une communauté qui nous soutient, qui nous aide et dans laquelle nous nous aidons mutuellement à regarder de l'avant. Que signifie cette réflexion pour un lieu tel que Piazza dei Mestieri, qui est une école professionnelle? Alors tout d'abord, c'est une phrase que lorsque j'ai lu l'encyclique, j'ai trouvé extrêmement vraie. Parce qu'à 19 ans, 20 ans, nous avons tous besoin d'une communauté d'amis avec lesquels affronter la vie, avec lesquels découvrir le sens de la vie. Mais ce n'est pas seulement une belle phrase, une phrase vraie, mais c'est une provocation parce qu'elle elle provoque vraiment notre liberté. Parce que notre caractéristique, c'est celle d'être libre. Je pars d'un épisode qui m'est arrivé quand j'avais 12 ans. J'ai rencontré ce frère Bruno, qui a été pour moi un père tout au long de ma vie. Et ensuite, à 14 ans, j'ai connu le mouvement. Et j'ai vraiment connu... C'était un lieu où je vivais une amitié. Et j'avais une situation un peu particulière en famille, un peu difficile, et qui a commencé grâce à ces amitiés à ne plus me suffoquer. Et quand j'avais 24 ans, un très cher ami est mort. Et j'ai vécu vraiment une contradiction. J'ai vécu la douleur, une rébellion, une colère
parce qu'il semblait, ça semblait une contradiction avec tout ce que j'avais vécu jusque-là. Et après que cet ami est mort, on était tous ensemble en vacances. Don Giussani nous a appelés et nous a dit continuez la vacance. Et nous, on disait mais non, on ne peut pas continuer les vacances alors que notre ami est mort. Et mais on a suivi son conseil et à la fin de cette vacance, on a fait une fête où on riait et on pleurait. Et moi, je n'ai jamais perçu dans ma vie la présence du Christ comme à ce moment-là. Ce qui pouvait être la fin de notre amitié, ça a été vraiment un nouveau début, un nouveau commencement. Après 40 ans, nous sommes encore, nous sommes encore amis, nos enfants sont amis et maintenant il y a même nos neveux. Et la place des métiers naît à partir de cette amitié et naît à partir de cette douleur, de cette demande. Cette question qui est née en nous en voyant beaucoup de jeunes qui abandonnaient l'école. Et en 2004, nous avons décidé de fonder ce lieu éducatif. Et l'année dernière, nous avons 2 sièges, un à Milan et à Catania. C'est un siège, il y a des laboratoires professionnels, donc ces jeunes deviennent des chefs de cuisine, des pâtissiers, des informaticiens, des boulangers. Et donc dans cette école, non seulement ces jeunes étudient, mais ils apprennent à travailler. Et ça, c'est un peu l'innovation de notre école. Nous avons voulu qu'il y ait lié à notre école vraiment un lieu de travail, une activité productive. Donc nous avons ouvert des bars, des boulangeries, afin que nos jeunes puissent apprendre à aimer leur travail comme une des modalités les plus importantes pour la réalisation de soi. Et le dernier aspect dont je voudrais parler, c'est qu'on s'amuse beaucoup aussi. Nous avons des événements culturels, des événements de théâtre, afin que ces jeunes puissent trouver de différentes façons d'exprimer ce qu'ils ont dans le cœur à travers la littérature, la poésie. Et nous avons aussi une exposition que nous avons faite avec les amis de Portofranco et Kairos. L'exposition je ne me suffis pas tout seul, à moi tout seul. Parce que une chose que nous rencontrons souvent, ce sont ces jeunes qui arrivent chez nous et nous disent mais moi je suis transparent. Je me sens transparent. Ou bien d'autres qui nous disent personne ne prend sur le sérieux le désir que j'ai. Et donc, alors, il y a des jeunes qui ont pris tous les éducateurs qui travaillent pour nous relèvent ce défi d'aller face à eux nus tels qu'ils sont et d'accueillir cette question. Et parce que la chose la plus impressionnante, c'est lorsqu'on voit refleurir dans ces jeunes une joie. Quand ils arrivent finalement à dire à nouveau « j'ai une valeur parce que j'existe et parce que je suis quelque chose pour quelqu'un, j'ai de la valeur pour quelqu'un ». Donc ça, c'est notre mission la plus grande. Je conclus en disant que donc cette école est une histoire faite d'histoire, d'histoire de changement, de faillite, parce que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes du monde, mais nous pouvons essayer d'accompagner ces jeunes mais la liberté de chacun reste. Et donc, je conclus
en disant, en m'adressant au cardinal, et en vous disant que nous avons besoin de votre paternité qui nous corrige, qui nous soutient, qui nous suggère. Nous avons besoin de l'aide de la conférence épiscopale dans le dialogue institutionnel parce que la première chose lorsqu'on choisit les règles, c'est que nous devons, il faut ramener au centre de notre œuvre le cri de ces jeunes parce que sinon tout est inutile. Et donc, l'année prochaine, nous avons ce grand événement. Il y a ces mondiaux auxquels notre école participera. Et si vous voulez nous rejoindre, ça sera une grâce pour nous. Eminenza, Votre Éminence, voilà 4 témoignages qui montrent qu'il est possible de construire l'amitié sociale, la fraternité dans les lieux difficiles. Difficile pour 1000 raisons, qui peut être des malaises sociaux, un manque de cohésion sociale, des manques aussi de soutien général, politique. Alors, un commentaire de votre part. Heureusement, déjà, mon agenda pour l'année prochaine, vous êtes en train de le remplir. Bon, je suis très content de ces très beaux témoignages. Et je crois qu'ici, chacun pourrait beaucoup apporter, parce que l'amitié, dans l'encyclique Fratelli Tutti, le pape François parlerait d'intimisme, les intimismes égoïstes, c'est-à-dire tout pour nourrir son propre moi, pour que moi, je me sente bien. L'amitié opérationnelle, c'est moi, je vais bien si je permets aux autres d'aller bien. Si je change les choses, parce que l'amitié, elle est forcément opérationnelle, justement parce que ce n'est pas un intimisme égoïste. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de joie dans ce que nous avons entendu. Il y a beaucoup de vie, beaucoup de passion qui allongent la vie. Parce que je crois qu'il y en a certains qui sont au travail depuis de longues années et il me semble comprendre qu'ils n'ont pas l'intention. En tout cas, on voit qu'ils ont vraiment encore envie de faire des choses. Et je suis vraiment convaincue que l'amitié sociale, cette expression qui régule un peu l'encyclique Fratelli Tutti et qui libère du discours de l'intimisme égoïste, parce que les prêtres aussi, hein, ils le vivent. Hein. Il y a beaucoup de prêtres de l'intimisme égoïste. Et d'ailleurs, je dois dire que très souvent, on les entend beaucoup plus que... ils s'écoutent beaucoup plus que les enseignements de l'Église. Et je crois que la beauté de ce que nous avons entendu, de cette amitié sociale qui nous ouvre à la vie et qui change l'histoire et qui fait rencontrer beaucoup de personnes, qui change la vie, même si c'était la vie d'une seule personne. Un seul jeune qui trouve sa propre dignité, sa propre valeur. C'est l'une des choses les plus importantes de l'encyclique. La valeur de chacun qui nécessite aussi une grande passion, une paternité. Parce que tout à l'heure, on demandait où sont les prêtres. Il y en a de moins en moins. Mais j'espère que les pères, eux, ne manquent pas. S'il n'y a pas les prêtres, ceux qu'on connaît bien pour discuter, disons les prêtres de l'époque, mais qu'il y ait beaucoup de personnes qui vivent cette amitié en aidant avec leur paternité, avec une amitié vraie, comme vous l'avez dit. Très rapidement, les autres choses qui me sont venues à l'esprit, pour commencer par ce que disait Regina, c'est que les biens sont communs. Il y a quelque chose qui a mis certaines personnes en colère dans l'encyclique, c'est ce qui est dit sur la propriété privée. Et moi, je regrette, mais c'est dès le départ comme ça. Le talent, c'est le tien, mais si tu ne l'utilises pas pour les autres, tu le perds. C'est le discours des biens qui servent s'ils servent pour les autres, s'ils servent pour tous. Et au contraire, l'individualisme qui règne, avec lequel nous pensons souvent de trouver un bonheur individuel que nous ne trouvons pas, il nous fait perdre nos propres biens. Parce que comme le disait Regina, c'est en dépensant nos talents pour les autres,
en les exploitant pour les autres, que l'on trouve ce bien commun qui est aussi mon bien. Donc je ne me perds pas en fait, je gagne 100 fois plus. L'autre point que je voulais souligner, c'était dans le discours d'Alberto, c'est l'idée que la banlieue est proche, l'amitié sociale enflamme le monde autour de nous. Autrement, tout est gris. La périphérie, c'est pas seulement une périphérie géographique. Le pape François n'a jamais dit cela. C'est aussi la périphérie géographique, mais aussi la périphérie de mon voisin que je rencontre ou que j'évite parce que je regarde sans amitié. Un terme clé qu'il a utilisé, c'est celui de la gratuité. Et l'amitié, elle est gratuite. Quand on se présente avec l'addition, ça veut dire qu'il y a plus beaucoup d'amitié. Ou c'est pas de l'amitié, il y a de l'intérêt. Je le fais parce que j'y ai un intérêt. Et ça, je crois que c'est un des risques que nous courons le plus parce que c'est vraiment de l'évangile que naît la gratuité. Ce n'est pas seulement ne pas avoir d'intérêt, ne pas gagner quelque chose en retour, le faire tout simplement. Donc c'est même plus fort que la déception ou le fait que l'on veuille voir les résultats. Parce que les résultats, il y en aura. La gratuité, ça signifie aussi cela. Ce n'est pas notre idée de l'autre. Et très souvent, les autres, il faudrait qu'ils soient ce que nous pensons nous. Non, ce n'est pas cela. Dans l'amitié, l'ami, il est antipathique tel qu'il est. Même s'il est très difficile de trouver ce qui unit. Donc l'amitié avec l'autre. Donc ce discours, aujourd'hui j'ai tenu à citer cette chose très belle de Giussani qui disait il faut abolir l'étrangeté, la distance de l'étranger. Donc on ne le fait pas seulement avec certains où on arrange un peu cette phrase. Non, non, il dit abolir l'étrangeté. C'est-à-dire que rien ne m'est étranger, tout m'intéresse. Et ça, c'est magnifique. Et nous le voyons dans l'opérativité, dans ces morceaux de monde très différents et qu'on met ensemble même parfois de façon difficile. Et on l'a entendu dans les expériences que vous venez de raconter. Donc l'éducation, qui n'est donc pas seulement l'instruction. C'est un peu évident, mais il vaut mieux le rappeler. Moi, je suis là pour fournir quelques notions. S'il n'y a pas l'éducation qui est aidée à être profondément toi-même, la valeur, la véritable mérite pour lequel il faut nous donner tant qu'on ne le trouve pas, nous damner, pardon. Nous damner dans le sens bon du terme, c'est-à-dire ne pas avoir de paix tant qu'il n'émerge pas. Parce que cette valeur, elle est dans chacun, mais il faut que quelqu'un la fasse émerger. Et ça, c'est le rôle de l'éducateur. Dernière chose dans le discours de Vittorio Bosio, personne n'est écarté, nous libérer de la prestation. Ça, c'est très important. Et ça signifie, à mon avis, s'amuser plus, et aussi, à mon avis, devenir encore meilleur. Parce que dans l'angoisse de la perfection, de la prestation, il y a de grands dangers. Parce que tout à l'heure, j'ai vu une exposition très belle. La beauté, ce n'est pas la perfection. C'est très intelligent, ça. Et malheureusement, nous avons très souvent aussi pour des raisons commerciales ou des images pornographiques, parce que ça, c'est vraiment une pornographie, à part la pornographie au sens propre du terme, mais cette pornographie d'images stéréotypées, d'un imaginaire factice, qui crée ensuite des souffrances terribles. Donc je crois que ce discours de se libérer, de s'affranchir est très important. Donc personne n'est écarté, et ça c'est très juste. Et puis cette interrogation, et pourquoi on le ferait pour ceux qui ne font pas partie de notre peuple? Malheureusement, certains posent cette question de façon ouverte, parfois de façon un peu effrontée, presque naïve, mais beaucoup se la posent et ne le disent pas.
beaucoup restent seulement avec ceux qui leur ressemblent. Mais le Seigneur, il nous a bien eu là-dessus, parce que il n'y a personne qui ne fasse pas partie de notre peuple. Et l'amitié n'a pas de frontières, comme nous l'avons entendu. Et puis, qu'est-ce qui parlait de cette douleur? Ah, c'est toi. Oui, il faut avoir cette douleur, ce désir poignant qui nous libère de beaucoup de lamentations que nous faisons souvent. Oh là là, aujourd'hui, j'ai pas réussi. Ah non, aujourd'hui, c'était pas aussi bien qu'hier. Le victimisme, c'est vraiment quelque chose. Il faut vraiment en avoir honte. Parce qu'on finit par ne parler que de choses inutiles bien souvent. Donc cette douleur, ce désir profond, il nous remplit de passion, d'attention pour nos frères les plus petits. Il nous libère de beaucoup de nos inutilités et il nous remplit de signification, de sens. Nos 4 amis là, ils sont contents. C'est ça qui est le problème. C'est pas qu'on se dit oh là là, c'est dur, pourquoi je fais ça? Non, je pense qu'ils ont trouvé le désir de leur vie. Et dernière chose, et je termine parce que aujourd'hui c'est Saint Bernard. Je le dis parce que si quelqu'un l'avait oublié, c'est la fête de Saint Bernard. Donc le présentateur s'appelle Bernard Scholz. Donc si quelqu'un avait oublié, on lui souhaite une bonne fête. Donc dernière chose, l'accueil. Parce que pour le bien des autres, oui, je pense que les écoles professionnelles, les établissements professionnels, je pense déjà personnellement que ce sont vraiment des déchets, des rebuts, ceux qui sont rejetés, qui retrouvent la valeur, c'est-à-dire la beauté. Écoutez, certaines de leurs histoires montrent l'amplitude, l'ampleur du défi qu'elles représentent. Parce que ce sont vraiment des écoles et formations de série A et pas de série B. Et je termine avec cela parce que Dario a beaucoup parlé du cri. Le cri qui parfois dérange, parce que parfois il est grinçant, ou on stigmatise le cri. Et comme le moralisme est aux aguets, il nous guette tous. Nous avons tous nos moralismes. Il y a certains moralismes laïques qui sont très inquiétants. Mais qu'est-ce que Dario nous raconte de l'amitié? C'est que j'essaye de comprendre ce cri. Sans paternalisme, il a dit, la copaternité qui est autre chose. Parce que le paternalisme, c'est très facile, on se sent important. On dit tout à l'autre, mais on ne l'aide pas. On ne répond pas au cri qui est de dire « j'ai une valeur, aide-moi à comprendre ma valeur ». C'est cela. Cela peut être l'un des commentaires de l'évangile d'aujourd'hui. Aussi, la femme cananéenne criait, hurlait avec insistance. Et parfois, les jeunes aussi, ils ont beaucoup d'insistance dans leurs cris. Mais si on est disponible et ils trouvent la réponse, ils s'accomplissent leur désir, qui est aussi le désir de Jésus, c'est-à-dire de s'accomplir. Merci pour cette amitié opérationnelle. Je pense que nous pouvons dire que ces amitiés dont nous avons entendu parler sont en quelque sorte une prophétie de la paix, parce qu'il est difficile d'imaginer une paix sans des personnes qui ont fait l'expérience dont nous venons de parler. Et pour introduire la question que je veux vous poser maintenant, je cite un autre morceau de l'encyclique qui dit « Même si l'Église respecte l'autonomie de la politique, elle ne limite pas pour autant sa mission au domaine du privé. Au contraire, elle ne peut ni ne doit rester à l'écart dans la construction d'un monde meilleur, ni cesser de réveiller les forces spirituelles qui fécondent toute la vie sociale. »
l'Église a un rôle public qui ne s'arrête pas dans son activité, dans ses activités d'assistance ou d'éducation, mais qui favorise la promotion de l'homme et de la fraternité universelle. Je pense qu'il s'agit aussi de l'esprit de la mission qui lui a été confiée par le pape François pour commencer un dialogue de paix et pour lequel vous avez fait de nombreux voyages. Et donc, ma question, c'est avec quelle espérance et quelle préoccupation vous vivez cette mission qui vous a été confiée? Alors, une petite chose, j'ai un peu ce réflexe scolaire. Je pense que ce que nous avons écouté sur l'amitié sociale est une construction de paix parce que ça nous libère de la colère, de notre individualisme. Et donc, ça permet de construire la paix. Donc, je pense que cette amitié sociale dont parle la Fratelli Tutti, qui est une grande incitation à la paix, qui est une grande amitié sociale. Je pense qu'un peu tous, nous avons reçu, après cette provocation pour construire la paix, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que le pape est en train de nous provoquer, et avec cette encyclique, il veut vraiment nous dire, il nous redonne cette responsabilité. Il dit cette maison qui est le monde, c'est la maison de tout le monde, et donc nous devons être tous frères. Et le pape nous demande de ne pas nous habituer à la guerre, au conflit. Moi, j'ai été émue par le fait que le pape s'est ému lui-même, l'émotion du pape quand il a fait cette rencontre à Piazza di Spagna avec tout le peuple ukrainien. Le pape s'est vraiment interrompu, il était bouleversé face au peuple ukrainien à cause de la guerre qui est en cours. Et il ne faut pas qu'on s'habitue parce que cette haine s'approfondit de jour en jour. C'est une pollution qui dans notre environnement. Donc c'est vraiment une guerre mondiale. Dans ce cas, on le voit de façon évidente que ce conflit regarde de nombreuses personnes et donc peut devenir vraiment un conflit mondial. Et parfois, pour une attente que nous avons, parfois nous sommes là en train d'attendre. Non, alors voyons voir ce qu'ils savent faire. Mais le pape continue à nous pousser pour que nous soyons opérateurs de paix. Il nous pousse à trouver ce qui peut être utile pour la paix, à écouter, à se faire voisin, à trouver des espaces qui puissent favoriser la paix. Et la paix, j'aimerais dire cette chose, la paix, ça ne veut pas dire trahir, parce qu'elle demande deux choses. Elle demande une justice et une sécurité. Il ne peut pas y avoir de paix injuste, parce que autrement, ça serait une prémisse pour une continuation des conflits. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un agresseur et un agressé. Donc, mais il faut œuvrer pour une paix sûre. Donc,
une paix qui permette aux gens de regarder avec espérance, espoir envers le futur. Il ne faut jamais donner pour acquis le fait que la paix prépare la paix. Et donc, c'est le devoir que nous avons chacun. Et c'est ce que chacun de nous doit chercher. Donc, il y a évidemment une grande attention sur tout l'aspect humanitaire. Donc, une attention pour les enfants ukrainiens qui ont été déportés en Russie. Nous sommes en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, comment permettre le retour de ces enfants dans leur famille, dans leur maison. Sûrement, certainement, essayons de parler des fruits. Donc, malheureusement, la guerre n'est toujours de façon subite, mais elle se prépare depuis des années. Et donc pour trouver une solution, ça demande la contribution cette situation demande la contribution de beaucoup de personnes pour essayer de trouver des sentiers de paix. Et donc, ma préoccupation par rapport à cette situation, c'est... déjà, je dois dire que je suis en train de vivre avec une grande conscience du fait qu'il y a beaucoup de gens quand même qui prient pour la paix. Et donc ça m'aide à faire face à ma responsabilité. Une responsabilité qui, par d'ailleurs, nous concerne tous. Mais ça me permet aussi je le vois aussi comme une grande invocation qui nous pousse tous à trouver un sentier de paix et afin d'accomplir ce désir que nous avons tous de nous libérer de cette violence, afin que nous puissions combattre la guerre, se libérer de la guerre. Et ce n'est pas un point de vue naïf. Il faut que nous apprenions, que nous faisions trésor de ce que nous avons vécu même pendant le Covid. Il faut que nous utilisions tous les instruments possibles pour résoudre les conflits. Donc le dialogue, à ce propos, j'aimerais dire que le dialogue, ça permet de trouver une paix sûre, non pas à travers les armes, mais ça nous permet vraiment, à travers le dialogue, c'est ce que j'espère, que nous trouverons une solution pour cette situation en Ukraine, mais aussi dans tous les autres conflits. Merci, Votre Éminence. Je me permets seulement d'ajouter qu'il y aura dans ce meeting différentes rencontres qui parleront de l'accueil des réfugiés et qui reflèteront sur la fragilité et la possibilité d'une renaissance et de la construction d'une démocratie plus pacifique, non seulement en Europe, mais aussi dans d'autres pays. Donc nous essayons de réfléchir ensemble aussi sur les raisons qui peuvent faire naître l'inimitié et surtout d'où on peut faire renaître des lieux de paix et de pacification. Parce que les causes, ce sont les premières questions qui concernent l'inimitié et la guerre. Et sur cela, chacun d'entre nous a une incidence. Et cela me rend encore plus reconnaissant pour les témoignages que nous avons entendus, parce qu'elles témoignent que l'engagement de chacun de nous laisse une trace pour toujours dans la vie de chaque personne que nous rencontrons d'une manière ou d'une autre. Et nous l'avons vu de manière extraordinaire tous ces temps. Donc je remercie beaucoup Regina De Albertis, Alberto Bonfanti, Vittorio Bosio et Dario Di Freddi
Je vous remercie, Votre Éminence, et nous vous assurons de notre prière. Merci à vous tous pour votre attention et bon meeting. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale. Non è un'idea. Innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 € al mese. Easy Bank, semplicemente banca. 10 racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie.
quello che ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca.